Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 298, et aujourd'hui je reçois un invité au parcours atypique. Comment passe-t-on d'une carrière d'ingénieur chimiste à celle de jardinier paysagiste, en devenant, entre-temps, auteur, père de famille engagé et coureur éco-responsable? Et tout cela à cause d'un poulet. Oui, j'ai bien dit à cause d'un poulet. Je reçois aujourd'hui Olivier Crouvisier, qui n'est pas seulement un coureur de trail, c'est un homme qui a fait le choix radical de changer de vie après un burn-out éthique dans son ancien métier d'ingénieur. Il est donc passé de la pétrochimie au métier de jardinier en réalisant un virage complet pour aujourd'hui prendre soin des légumes dans son jardin. Il est l'auteur d'un livre Manifeste d'un coureur ultra simple, récemment paru aux éditions Mons, mais ce n'est pas un énième récit de trail, c'est une véritable réflexion sur la simplicité, la sobriété que nous pouvons aborder dans notre pratique sportive. Son engagement écologique est pleinement assumé. Dans notre échange, nous parlons de reconversion, de quête de sens, de ce refus de certains schémas de performance, ces courses aux quatre coins du globe auxquelles il n'a plus aujourd'hui envie de participer. Mais également, nous aborderons le textile durable, cette alimentation minimaliste en ultra, mais également des contradictions. Oui, Olivier mange encore des chips, voire des bonbons. La vision qu'il a du sport se conjugue donc avec accessibilité, joie et conscience. Cet épisode est donc un appel au changement, à ce petit pas de côté que chacun d'entre nous serait en mesure d'effectuer. Un échange vrai, sensible, qui fera sans doute écho à beaucoup de transitions professionnelles et de repositionnement que nous vivons dans notre société aujourd'hui. Un grand merci Olivier pour ce riche échange, également avant et après l'enregistrement de l'épisode. Je vous laisse sans plus attendre écouter ma discussion avec Olivier Crouvisier, ultra simple, le manifeste d'un coureur éco-responsable. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier et bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Je reçois aujourd'hui un coureur ultra simple. C'est le nom de ton manifeste édité aux éditions Mons et on va déjà dans un premier temps faire connaissance, que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et quel est ton lien avec la course à pied. Oui, bonjour Sébastien. Écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation en fait sur ton podcast. J'ai déjà écouté quelques épisodes. Je suis pas un auditeur assidu régulier toutes les semaines, mais j'en ai déjà écouté pas mal et ça me fait très plaisir d'être là. Du coup, j'ai l'impression déjà de te connaître, donc je pense que la discussion va être plutôt agréable. Alors Olivier, d'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je pense que le qu'est-ce que tu fais, il va être très important parce qu'il y a eu une reconversion professionnelle. Ce que tu exerces aujourd'hui comme métier n'est pas ce que tu faisais il y a quelques années. Oui, exactement. Effectivement, je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans, je suis né dans les Hautes-Alpes d'une famille plutôt orientée militaire, avec des grands-parents militaires, des oncles militaires, cousins militaires, enfin gendarmes en l'occurrence, tout le monde, et mon père gendarme aussi. Donc j'ai énormément voyagé dans ma vie. J'ai eu beaucoup de villes dans lesquelles j'ai vécu. J'ai même vécu un temps en Afrique. Mes parents se sont rencontrés d'ailleurs en Afrique, avant que je naisse, hein, et avant que mes sœurs naissent, parce que je suis le dernier d'une fratrie de trois. J'ai deux grandes sœurs. Et c'est assez important, je pense aussi, le fait que je le mentionne, parce qu'effectivement, dans ma famille, on a une culture qui est quand même très basée sur le féminin et sur un côté matriarcal, même si c'est mon père qui était militaire. Moi, j'ai fait des études, somme toute, assez communes, assez banales. J'ai fait un bac S. Derrière, j'ai fait une prépa parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, c'était une prépa physique-chimie. Après, j'ai fait une école d'ingénieur. C'était pas celle que je voulais faire, mais je l'ai quand même faite. Et j'ai pris le temps pour la faire parce que j'ai mis 5 ans au lieu de 3 pour avoir mon diplôme d'ingénieur chimiste en génie des procédés. Et comme tu m'as posé des questions, effectivement, suite à ça, j'ai fait 3 ans en fait en tant qu'ingénieur, donc dans un bureau de consulting où j'étais un expert en analyse des risques.
Et s'en est suivi 3 ans, on va dire un peu de destruction où ça n'allait pas, ça allait de moins en moins effectivement dans ma tête, dans les alignements que je pouvais avoir de manière très intime, hein, sans même en fait mettre des mots sur le papier ou sans même tergiverser énormément. Je sentais qu'au fond de moi il y avait quelque chose qui n'allait pas et les mois passant, c'était de plus en plus difficile. Et ça a fini par un gros brown out, un burn-out éthique où où j'ai fini, oui, comme un burn-out en fait, ça l'est plus du tout. Et donc la question s'est posée à ce moment-là de tout arrêter et d'abandonner. C'est à ce moment-là aussi que j'ai perdu mes grands-parents maternels. Ça m'a beaucoup impacté. Et je me suis lancé dans une reconversion de vie complète. Donc, sauf amoureuse, parce que je suis resté avec ma compagne qui est ma femme maintenant, elle est la mère de mes enfants. Où j'ai changé de métier, j'ai changé de manière aussi de consommer, que ce soit la nourriture, les textiles, les déplacements. Ça a pris un peu plus de temps quand même, et la sobriété numérique aussi un peu plus de temps. Alors, tout un changement global qui fait que du coup, même dans le sport, j'ai mis en place beaucoup de petites actions au fil du temps, ça a été assez long, pour pouvoir être beaucoup plus éco-responsable. Avant ce brain-out, comme tu l'as nommé, est-ce que tu pratiquais déjà la course à pied venant des Hautes-Alpes? Je pense qu'il y a une pratique nature qui était déjà ancrée au fond de toi. Comment tu as cheminé sur ton parcours de coureur à pied et de sportif plus globalement? Oui, alors dans ma famille, on est très très outdoor et très sport. C'est vrai que je suis né à Gap, je suis resté que 2 ans à Gap. Donc à mes 2 ans, on a déménagé, on était en région parisienne après. Après, on s'est retrouvé près des Pyrénées à Carcassonne quand j'étais plutôt en primaire. Enfin bref, il y a eu beaucoup de déplacements, mais on allait toujours en nature, en tout cas, pour pouvoir faire des randonnées, pour pouvoir se balader, jouer en fait finalement les mains dans la terre ou dans les bousses de vache, s'amuser quoi. Et j'ai beaucoup de souvenirs en fait de randonnées dans le Queyras ou dans les Pyrénées, vers Font-Romeu, avec mes parents quand je suis petit. Donc on a déjà une culture effectivement de l'extérieur, de jouer dehors, avec des grands-parents aussi qui effectivement étaient tout le temps dehors parce qu'ils travaillaient dans leur jardin. Donc je passais beaucoup de temps avec eux. On faisait beaucoup de sport aussi depuis tout petit, sans aller en fait dans l'extrême de la compétition à haute intensité. Mais j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais jeune, jusqu'à un niveau régional. Et quand il a été temps de passer au niveau national, bah en fait, c'était au lycée, je me suis rendu compte que j'avais pas les ressources nécessaires en fait entre finalement le pouvoir travailler pour avoir son bac et pouvoir en fait être compétiteur. C'est là où j'ai rencontré sur les bancs d'école Marion Delépierre, donc championne du monde de trail 2023, format long, et on est devenus meilleurs amis en fait. On nageait un tout petit peu ensemble, mais alors vraiment rarement, parce qu'elle était déjà elle en national, elle faisait des grandes compétitions, et on s'est mis au trail en même temps après quand on a déménagé sur Lyon. Enfin, je me suis retrouvé sur Lyon et elle et son conjoint, ils sont venus en se disant tiens, pourquoi on n'irait pas à Lyon faire l'internat, et on s'est mis au trail du coup à peu près en même temps. Et et donc c'est-à-dire que justement le trail, je l'ai commencé en tant que discipline en 2000, à peu près 2012. C'est quand j'ai eu mon diplôme. Et pourquoi j'ai commencé à courir, c'était une genèse en fait à la fois pour récupérer son corps, sa santé, et c'était aussi un moyen pour moi de me fatiguer beaucoup, je pense émotionnellement et psychologiquement, pour pouvoir dormir parce que ça commençait à aller pas très bien en fait justement au niveau du travail, et j'avais besoin en fait de d'exprimer ça d'une manière physique par le sport. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un acte, un événement que tu peux identifier aujourd'hui, hein, un petit peu de façon rétrospective, qui a fait basculer finalement ton parcours de vie? Aujourd'hui, on est dans une Ouais. pratique complètement différente. Tu pourras évoquer également hein, le métier que tu exerces aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose, ce point de départ, tu disais cette genèse par la course à pied dans un premier temps, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque Ouais. chose d'autre pour renverser complètement ce parcours d'ingénieur installé, on va dire, dans une vie qui était la tienne à l'époque? Qu'est-ce qui a pu perturber tout cela? Eh ben, tout ça, c'est à cause d'un poulet, d'un sacré poulet. C'est quand j'étais ingénieur, en fait, on m'a mis sur une mission où je devais permettre à une entreprise qui fait partie en fait des petits fleurons des entreprises françaises au niveau de l'industrie chimique, mais qui est pas très connue, de devenir le premier producteur mondial de d'hormones de croissance pour les poulets de batterie. Voilà, donc c'est de la pétrochimie, c'est des hydrocarbures qu'on transforme transformer pardon en compléments alimentaires pour permettre effectivement d'avoir une source de protéines à bas coût et disponible partout dans le monde.
Et donc il y a deux concurrents principaux dans le monde, enfin en tout cas à l'époque, parce que j'ai arrêté de me renseigner dessus, qui étaient une entreprise américaine et une entreprise française. Et l'entreprise française était toujours second. L'entreprise américaine avait des problèmes de qualité au niveau de leurs produits. Donc l'entreprise française s'est dit, bah, c'est le moment d'augmenter le tonnage de production. Et pour pouvoir en fait augmenter le tonnage, il faut l'aval finalement de l'Europe et de la France. Et donc il faut faire des études d'analyse de risque pour dire que, ok, on augmente la production, mais on n'augmente pas les risques associés, c'est-à-dire dans l'environnement proche. Si on a une explosion de l'usine, un incendie, une émanation de produits toxiques. Et donc on a envoyé un petit gars comme moi, où j'étais leader en analyse de risque au niveau mondial en fait sur une méthodologie, pour faire cette analyse qui devait prendre 9 mois. Et dès le démarrage, en fait, j'ai perdu pied et j'ai capoté au bout de 6 mois. Parce que quand j'y suis arrivé là-bas, en fait, on m'a présenté l'entreprise comme si effectivement j'allais être en partie de leur effectif, en tout cas pendant plusieurs mois. Et on m'expliquait qu'effectivement, ben le poulet d'élevage, c'est la seule protéine en fait qui est consommée partout dans le monde par toutes les religions, et que c'est une protéine en fait qui de l'œuf finalement à la viande dans l'assiette, on a besoin que de 30 jours. Et donc ce sont les poulets d'élevage avec toutes ces images assez effrayantes qu'on peut voir et qui sont nourris avec finalement enfin qui sont à l'opposé de la vie. C'est en fait un schéma industriel qui est complètement à l'opposé de la vie. Et ce qui m'a énormément marqué aussi, c'est que de manière éthique, ils ont présenté en disant voilà, factuellement dans le monde, on a une démographie pardon qui est croissante. On a forcément aussi une démographie de la pauvreté qui est croissante. Et la courbe de pauvreté dans le monde, si elle fait en fait tel schéma, on va dire un W, et forcément le chiffre d'affaires de cette société fait aussi un W. Donc plus il y a de pauvres dans le monde, plus ils font de l'argent. Et c'est une réalité, ok. Et là je me suis dit ah non mais c'est pas possible, je peux pas cautionner ça, je peux pas cautionner en fait un système qui est à l'encontre de la vie, qui en plus du coup va dans le sens de la pauvreté. Moi ça m'allait pas du tout. J'ai quand même été en fait très pro parce que j'ai mené l'étude. Et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de l'étude parce qu'effectivement en fait j'ai senti que je perdais pied, que je dormais moins, que je devenais irascible, que je voyais plus personne, que ma santé elle commençait à en payer un coup, que mes rapports familiaux aussi commençaient à en payer les fruits. Donc du coup, j'ai fini par démissionner et trouver une autre opportunité de travail qui m'a permis en fait de démissionner, qui elle s'est soldée c'était un faux recrutement, c'était un peu un job tampon. Et derrière, je me suis lancé en fait sur une passion que j'ai depuis tout petit, qui est sur le jardinage et les plantes. Et donc depuis ce temps-là, depuis finalement 2015, ça fait 10 ans maintenant, presque jour pour jour, je pense à peut-être un mois près, que je suis jardinier paysagiste. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné dans ton parcours scolaire une erreur d'aiguillage? Parce que tu dis, j'ai cette passion depuis ma plus tendre enfance, je suis né dans des paysages, on va dire, en lien avec la nature, et tu t'es retrouvé à travailler dans un domaine, la chimie, à l'opposé de la vie. Oui, alors tu mets le doigt dessus, ouais, c'est bien demandé, Sébastien, parce que du côté maternel, mes oncles, mes tantes, des cousins, des cousines, ils sont tous en fait dans la nature. J'ai des cousins qui sont apiculteurs, enfin cousines apicultrices, œnologues, paysagistes, viticulteurs, cavistes. J'ai un oncle aussi qui est ornithologue, une tante qui est ornithologue, bref, donc vraiment dans le côté nature-nature. Et ils ont tous été un peu surpris en fait que je m'oriente vers la voie, comme on dit, royale. Mais c'est parce que du coup, je pense que j'ai été un peu paumé. J'ai essayé de suivre les traces de mon père à être militaire, mais j'ai toujours eu un rapport un petit peu délicat avec l'autorité, donc finalement ça n'a pas marché. Et je pense tant mieux. Comme on me disait en fait que j'étais pas un élève brillant, mais j'étais pas un élève nul, pourquoi ne pas aller en fait finalement vers là où les portes s'ouvrent de manière le plus large, et donc avec la prépa pour après choisir. Et en fait déjà en prépa, j'aurais peut-être dû aller côté agro, euh, mais finalement j'étais pas assez bon, on m'a dit va plutôt côté chimie. Et après j'aimais bien la physique, et quand en fait il a fallu faire les choix pour faire les choix des écoles, je me rappelle même très bien parce que j'avais mis mes deux premiers choix, c'était chimie Bordeaux, chimie Lyon. Et troisième choix, pardon, j'avais mis l'école d'océanographie de Toulon. Et donc du coup, c'est un peu de la chimie des océans. Et je me disais ah ouais, ça pourrait être trop cool. Puis de toute façon, je suis quasiment sûr de pas avoir mon premier choix, mon deuxième choix. Donc c'est pas grave, je le mets en troisième choix. Pas de bol, j'ai eu mon deuxième choix, chimie Lyon. Donc ouais, j'ai des erreurs d'aiguillage parce que du coup, je savais pas trop non plus où je voulais aller au début.
et après des erreurs d'aiguillage parce que je pense que la maturité pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est très difficile de le dire, je pense, entre ses 15 et 20 ans, en fait. Et même actuellement, quand je vois les jeunes, où très tôt on leur demande avec Parcoursup, en fait, de choisir, moi, je trouve ça hyper délicat. Je trouve ça très difficile, du coup. Alors, je suis confronté à ce type de problématique avec des élèves qui, dès Ah oui, la c'est fin de trop ça. troisième, doivent être orientés. Et je leur dis, déjà, suivez quelque chose qui va être en accord avec vos valeurs. Si vous avez envie Mm. d'être à l'extérieur, si vous avez envie de travailler avec vos mains, eh bien, allez-y. N'attendez pas qu'on vous guide ou qu'on vous impose peut-être quelconque choix. Soyez acteur de votre destin. C'est un peu la philosophie de notre établissement scolaire. Donc, je pense que tu valides cette maxime. Oui, effectivement. Effectivement, et même, je trouve que c'est très bien, en fait, de le dire, c'est très bien, en fait, d'essayer d'impacter les jeunes, mais c'est très dur, en fait, de leur faire réfléchir à ça aussi quand ils sont jeunes, justement, à 15, 16, 17 ans, quoi. Je pense qu'à cet âge-là, on n'a qu'une envie, c'est effectivement de penser aux vacances qui arrivent ou penser à la fête, travailler quand ça nous plaît, en tout cas apprendre aussi quand ça nous plaît, mais que c'est dur de se dire quelle est ma passion, quelles sont mes valeurs. Et j'ai encore des amis d'ailleurs à 30 ans, enfin 40 ans plutôt maintenant parce que j'ai 38 ans, qui savent pas ce qui les fait ce qui les font vibrer. Ils connaissent pas trop leur passion en fait. Et ils sont toujours dans des jobs qui finalement leur plaisent pas énormément et ils continuent et persévèrent. Donc je trouve qu'effectivement j'ai eu une grande chance d'avoir en fait cette passion pour la nature, pour l'environnement et pour les jardins et que j'adore avoir les mains dans la terre et que j'adore être tout le temps dehors en permanence, même si le temps peut être horrible comme des fois l'hiver ou le printemps ou l'été quand il fait trop chaud. Ça c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui m'émerveille tout le temps. Et c'est en lien avec, je pense, quand j'ai eu ce bouleversement professionnel et dans ma vie perso, ce qui m'a fait ce qui m'a beaucoup impacté, c'est que à cette époque-là, je commençais à plus sentir en fait ce côté brillant que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, je commençais à perdre cette vitalité et je me disais il y a quelque chose qui me manque en fait. J'arrive plus à être émerveillé, j'arrive plus à me réjouir, ça va pas. Et donc je me suis fait une promesse à ce moment-là de me dire bah il faut qu'en fait tu puisses être émerveillé comme un gosse toute ta vie quoi. Il faut que tu vibres. Donc du coup il faut que tu changes. Faut faut voir ailleurs autrement. Pendant cette période un petit peu grise, un petit peu sombre, est-ce que tu continuais à pratiquer la course à pied, le trail, ou est-ce qu'il y avait plus cet échappatoire dont tu avais besoin à un moment donné professionnellement? Aussi, oui, j'ai continué à courir. J'étais en plus à cette époque un peu grise, un peu sombre, comme tu dis, pour reprendre tes termes, j'étais envoyé un peu partout à droite à gauche en fait en France, en avion. Dans la semaine, je pouvais prendre 3 fois l'avion pour être envoyé en fait dans différentes usines pour faire effectivement des réunions, des analyses. Et j'avais toujours mes paires de baskets avec moi pour courir en fait, pour prendre l'air, pour m'échapper. Donc j'ai pas arrêté de courir, ce qui fait que ça fait maintenant la régularité, c'est un de tes maîtres mots aussi. Ça fait maintenant 13 ans que je cours et donc 13 ans que je fais du trail. Du coup, effectivement, et sans jamais m'arrêter. Enfin, si, je mets les baskets de côté après un ultra, forcément. Mais finalement, avec le foncier, d'ailleurs, je me rends compte qu'après les ultras, je suis capable de remettre les baskets. Avant, c'était 2 semaines après. Maintenant, c'est quelques jours après, 3, 4 jours après, quoi. Alors, est-ce que dans le trail, que l'on vante comme une découverte de la nature, un environnement propice à s'émerveiller, tu ne vois pas là une opposition avec peut-être le manque de respect que l'on peut avoir sur les paysages que l'on va parcourir? Et est-ce que ça vient de là, justement, ce manifeste ultra simple? Est-ce que tu l'as pensé bien en amont de l'écriture avec les éditions Mons? Euh, les changements qui sont opérés, en fait, du coup, qu'on retrouve dans ce manifeste ultra simple, comme on disait, ils ont été longs. Et c'est vrai que dès le début, je pense, ils ont été vécus moi en fait comme un retour à une simplicité pour enlever tout ce qui est édulcoré en fait du coup autour de la pratique et et un peu effectivement je pense en opposition avec le mainstream du coup du trail déjà dans les années du coup 2015 on va dire à peu près où moi l'UTMB c'était une époque où l'UTMB on en parlait beaucoup. Ben, on en parle toujours beaucoup d'ailleurs ça me parce que tout le monde en parlait ben moi ça me plaisait moins du coup, parce que tout le monde en fait était suréquipé. C'est vrai que ça me plaisait moins. Donc j'aimais bien toujours prendre un petit peu les chemins de traverse.
et en tout cas pour me retrouver dans une expérience beaucoup plus simple et beaucoup plus en adéquation avec moi-même. Et déjà à l'époque, je me rappelle, j'aimais bien en fait les récits, par exemple de Marc Olmo, ou finalement de l'ancienne génération, qui était capable de partir courir en fait avec une gourde à la main, un petit short à la Anton Kuprika, et puis et vaille que vaille, en fait, on y va de manière hyper simple et on va faire des grandes aventures, quoi. Et j'ai vécu des expériences de simplicité qui m'ont conforté en fait dans ma pratique et ma démarche sur des départs de grandes courses, parce que j'ai quand même fait la TDS à cette époque-là, et je me suis retrouvé en fait sur la ligne de départ avec tous les coureurs qui, je les regardais et je me disais ah waouh, mais je suis pas du tout en fait dans le bon sas entre guillemets, avec les bons codes, parce que je suis pas équipé comme eux, parce que moi j'ai des trous dans mon short, parce que du coup j'ai l'impression d'être sous-équipé parce que j'ai pas grand-chose, alors que certains ils ont plein d'affaires. Enfin, ouais, j'essayais en fait de prendre d'autres chemins, quoi, des petits sentiers. Alors malgré tout, tu le disais, avoir beaucoup voyagé dans ton environnement professionnel, peut-être également sur des courses sur lesquelles tu t'es rendu. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Xavier Thévenard, tu refuses tout transport lié à cette pratique de l'ultra qui peut nous emmener sur la Réunion, sur des paysages un petit peu plus éloignés que le territoire métropolitain? Oui, j'ai fait beaucoup de courses. J'ai couru je crois, sur tous les continents, sauf les États-Unis, sauf l'Amérique du Nord, en fait. Donc j'ai fait des courses partout, effectivement. Souvent, elles étaient pas la cause principale du voyage, mais c'est parce qu'on était en voyage qu'on trouvait des courses à droite à gauche sur place, donc avec ma femme ou avec des copains, des amis. Mais j'ai quand même effectivement voyagé spécifiquement, c'est arrivé, je crois, 2 fois pour une course, sans avoir la cause du voyage, ou en tout cas autour qui dure, je sais pas, une semaine ou 2 semaines. Donc j'ai énormément consommé de carbone, c'est clair, depuis ma tendre enfance. Et j'ai arrêté effectivement après de prendre des dossards à l'international, sans compter les pays limitrophes. Et encore, j'ai jamais couru en Espagne ni en Italie, donc finalement, on verra si ça arrive. Il y a c'était déjà en post-Covid. Donc maintenant, je me refuse pas de manière catégorique pour toute ma vie de ne plus prendre l'avion, parce qu'avec ma femme et mes enfants, on se dit qu'un jour on fera un voyage au long cours, et donc peut-être qu'on prendra l'avion, mais ça sera un voyage qui durera longtemps. Puis je me dis que peut-être qu'un jour aussi on aura en fait une industrie de l'aviation qui sera beaucoup moins polluante, sait-on jamais. Mais actuellement, tous les dossards que j'ai et toutes les courses que j'ai sont toujours effectivement dans la région, dans les Alpes, qui sont pas très loin, parce que ma famille est toujours à Gap. Et oui, voilà, dans Auvergne-Rhône-Alpes et les Hautes-Alpes, quoi. Donc en fait, je me refuse par contre au fait de prendre l'avion, comme tu l'as dit, et comme Xavier Thévenard, juste pour une course, quoi. C'est hors de question. Donc tu te laisses un périmètre de quelques heures de voiture pour aller chercher une compétition et accrocher un dossard? Oui, effectivement, voiture, train, covoiturage, oui. Ce qui fait que là, par exemple, cette année, mon planning, c'est j'ai la VVX, donc Volvic Volcano Experience, qui fait que c'est bon qu'à 2 heures de chez moi de route. Et on est une bande de copains en fait de Lyon, et avec Outdoor and News, donc du coup on va y aller. J'ai un ultra dans le Kera début juillet, donc de toute façon moi j'y vais avec mes enfants, il y a mes parents là-bas, c'est très bien. Et après je vais avoir un ultra en septembre dans le Beaujolais, et donc j'ai une petite heure de route pour y aller, quoi. Est-ce que cette pratique vers plus de simplicité manifeste d'un coureur éco-responsable? Est-ce qu'aujourd'hui tu es en phase avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que les planètes sont aujourd'hui alignées, contrairement à ce que tu étais le Olivier d'avant dans ce costume d'ingénieur qui ne te collait pas forcément bien à la peau? Ouais, totalement. Je me sens très aligné. Et c'est grâce au livre aussi que je me sens très aligné. Je suis pas une personne qui fait beaucoup d'introspection. Je me retourne rarement en arrière pour faire une analyse de ce qui s'est passé. Je suis pas l'exemple qui me vient à l'esprit, je suis pas le type de personne qui va prendre un petit carnet en décembre et se dire alors je vais faire le résumé de toute l'année, les bons, les moins bons. Non, j'avance au feeling, à l'instinct, et je réponds effectivement en fait à mes aspirations profondes. Et pour autant, quand en fait les éditions Mons avec Frédéric Berg, Alexis Berg m'ont demandé d'écrire ce livre,
et ben j'ai dû faire le travail assez compliqué du coup pour moi de faire de l'introspection et de se poser les bonnes questions. Parce que je me suis dit si je veux qu'il y ait de la substance dans ce livre et dans ce récit et que les gens finalement soient un petit peu captivés, bah il faut que je mette mes tripes sur la table quoi. Et moi-même pour l'écrire, il faut que j'aille fouiller. Donc j'ai par chance d'ailleurs, il y a Benjamin Sten du coup qui m'a beaucoup aidé à fouiller pour en posant des questions, qui est du coup mon co-auteur, mon prête-plume aussi. Euh, et ce travail, ça m'a permis de me rendre compte à la sortie du livre, là, on va dire en décembre, janvier, que oui, effectivement, en fait, là où je me sentais un petit peu euh, un pas de côté par rapport en fait au monde du trail, du sport d'endurance, bah finalement, je me sens très très bien en fait, et je me sens très aligné avec moi-même. Ça m'a permis de me dire que j'avais emprunté le bon chemin, la bonne voie depuis des années, et que je vais continuer à emprunter ce chemin, et que finalement le livre me permet en fait de m'exposer, et dans les deux sens, de m'exposer aux autres et de m'exposer à moi-même aussi, et de me dire que du coup bah c'est que la première pierre à l'édifice. C'était juste une manière de dire ah oui, ok, j'ai fait ce chemin, là je suis arrivé à cette balise, ouais, tout ce que j'ai parcouru derrière c'était super bien, maintenant on va continuer quoi. Comment Alexis et Frédéric ont eu connaissance de cette volonté de ton côté d'arriver vers plus de simplicité dans ta pratique sportive et, on va le voir, hein, plus globalement, dans ta façon de vivre sur la planète? Ouais, alors j'ai rencontré Frédéric Berg, je sais plus quelle année, faudrait que je regarde. Peut-être 2018, je crois. 2018, en fait, dans la file d'attente pour récupérer un dossard pour la Diagonale des Fous. Ma femme et moi, on était en voyage de noces pendant 6 mois. On était basés à La Réunion. Et je m'étais dit, c'est l'occasion de faire la Diagonale des Fous. J'ai été d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que j'ai été le premier abandon de la Diagonale des Fous cette année-là. C'était- Ils me l'ont dit, les bénévoles. Ah bah, c'est le premier à avoir abandonné. Ah bah super, merci. Parce que dans Saint-Pierre, à un moment, j'ai raté un trottoir et ça m'a fait une petite douleur dans le genou. Et en fait, 20 bandes plus tard, ben, la petite douleur était devenue une grosse douleur. Bref, et donc j'ai rencontré Frédéric Berg en fait dans la file d'attente. On a sympathisé. Il y avait Thibaut Garivier aussi. Je savais pas qui c'était. En plus à l'époque, il me dit ah mais tu sais pas qui c'est un Lyonnais aussi. Je fais non, je sais pas qui c'est. Et on n'a pas échangé nos numéros, mais on s'est recroisés en fait du coup après à l'aéroport. On s'est recroisés à droite à gauche et on a échangé nos contacts, je crois, Facebook. Et ce qui fait que on avait toujours à l'année un ou deux, trois, quatre petits messages de félicitations sur des partages de courses, ainsi de suite. Mais rien de plus. Et dans ma démarche sportive, après, j'ai fait le marathon des sables, juste en post-Covid en 2021, qui s'est soldé par un, bah, à la fois un très bel échec, mais aussi une très belle réussite, parce que justement, ça m'a permis, en fait, de remettre des choses en question et d'écrire ce livre, parce que comme il y a eu un énorme bordel dans ma tête, que j'arrivais plus trop à dormir parce que j'avais un état de choc après cette course, eh ben, la Pour quelle manière, raison, Olivier, l'état de choc et cuisant ouais. échec, comme tu dis? Alors, je pense que du coup, il aurait pu arriver en amont, mais j'étais aveuglé par le fait que je voulais faire cette course, mais qui était en contradiction finalement avec ce que je devenais de plus en plus sur ce côté éco-responsable. Et donc j'y suis allé, j'ai fait finalement un marathon des sables qu'on avait appelé zéro déchet, mais zéro gâchis plutôt, parce que j'ai pris l'avion pour y aller, mais tout le reste autour, que ce soit de l'alimentation, textile, cosmétique, ainsi de suite. Là, j'étais vraiment, je pense, irréprochable. Et pendant la course, donc c'était une édition décalée du printemps à l'automne, vu que c'était juste en post-Covid en 2021. On s'est retrouvé la veille du départ, il faisait 40 degrés. Première étape, il a fait 58 degrés. Deuxième étape, il a fait 58 degrés. On s'est retrouvé dans les dunes de Merzouga. Et là, il y a eu en fait une vague de, j'ai plus le terme. Enfin, quand t'es trop chaud, t'as pas de la fièvre, mais quand t'es trop chaud. Et que du coup, il y a plein de gens qui ont fait des arrêts cardiaques. Et il y en a un, Pierre, que j'avais rencontré bah, quelques jours avant aussi pour sur la course. Ils ont pas réussi à le rattraper. Et c'était un gars qui était un petit peu plus vieux que moi, père de famille aussi, et qui est décédé à cause de l'hyperthermie. Voilà, à cause de l'hyperthermie. Et et tous les jours j'étais anéanti par même la veille hein, du décès, par en fait du coup les conditions de la course, par le business de la course, par par le manque d'humanité aussi en fait qu'il pouvait y avoir, je pense, pendant la course et avec les populations autour de la course. Et jusqu'au la quatrième étape aussi où en fait il y a un moment j'ai un rein qui a explosé où je me suis retrouvé à pisser du sang, mais
rouge, rouge, rouge. J'aime bien, je spoil une partie du livre, hein, mais bon. Et, euh, et là, bah, ça s'est cassé en moi parce que je me suis dit tout de suite, bah, en fait, non, j'avais pas de douleur, j'avais pas mal, hein. Mais je me suis dit, en fait, t'es père de famille maintenant, tu peux pas, en fait. Tu peux pas, jouer comme ça, c'est pas possible. Parce que j'avais un petit garçon de 4 mois à l'époque, en 2021. J'ai toujours un petit garçon, hein. Mais il a plus 4 mois. Il a 4 ans. Et, euh, et donc, j'ai vécu mon marathon des sables. Ça, je le sais. J'ai pas été finisher, mais ça n'a pas été un problème parce que j'avais déjà, en fait, du coup, déconstruit ce mythe du finisher et d'avoir cette médaille ou ce t-shirt ou autre chose. Parce que je savais que j'avais vécu mon expérience, que j'avais vécu mon aventure. Mais derrière, je me suis vite rendu compte les premières nuits que j'étais en état de choc émotionnel et que je dormais plus en fait. Voilà. Et c'est ça. Et c'est là où j'ai commencé à écrire, à la fois moi en privé et sur les réseaux, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient un peu mon aventure et qui se posaient la question. Vu qu'on n'était pas en contact à l'époque, parce que maintenant je crois qu'ils ont tous le réseau pendant la course. Oui, à l'époque, Ils on ont pouvait envoyer des petits messages qui étaient transmis, Ouais, imprimés pour c'est les ça. coureurs. Tu rentrais dans une tente, t'avais je crois 10 minutes ou je sais pas 5-6 messages, pas plus, et des nombres de caractères assez restreints, comme si on avait notre Nokia 3310, alors plus long quand même, hein, mais qu'il fallait compter le nombre de SMS quoi. Et j'ai commencé à écrire sur les réseaux. Et donc c'est là où en fait Frédéric Berg, je suis rentré une semaine après, j'avais toujours du mal à dormir, j'écrivais toujours, et Frédéric Berg m'a envoyé juste un texto en disant salut Olivier, ça te dirait d'écrire un livre. Et moi en fait c'était quelque chose qui m'avait déjà traversé l'esprit, et sauf que je ne savais pas quoi, quand, comment, quel sujet. Et donc je lui ai dit, je lui ai répondu du tac au tac dans la foulée. Je lui ai dit bah avec plaisir, sauf qu'en fait je n'ai aucune idée de comment on fait. Je lui ai dit je sais bien écrire un texte en fait sur les réseaux sociaux, par contre écrire un livre je ne sais pas du tout. Et il m'a rassuré tout de suite. Il m'a dit t'inquiète pas, c'est mon job. Je suis dit, on y va. Alors c'est parti. Mais je savais même pas quel thème il voulait parce que comme c'est un livre qui est un peu commandé, on va dire par un éditeur, je savais même pas sur quoi il voulait que j'écrive au début. Alors je me doutais que c'était quand même le sport, le trail, mais je savais pas si c'était que sur le marathon des sages. Je savais pas si en fait c'était sur l'environnement. Et au début, du coup, je pensais que ça allait être effectivement que le marathon des sables. Et quand il m'a dit non, non, on va faire quelque chose sur l'éco-responsabilité, j'étais limite déçu. Je me suis dit ah merde. Et en fait, il a eu raison. Il a eu raison parce que c'est là le talent en fait de ces personnes-là, de se dire tiens, il y a quelque chose en fait à gratter chez cette personne. Ça va gêner, ça va déranger, mais je pense qu'on va pouvoir en tirer du beau, quoi. Pour révéler ce que tu as au fond de toi, donc cette éco-responsabilité. Alors, Oui, le livre, on va pas tout spoiler, parce qu'il faut quand même que les auditeurs puissent se ruer dans les librairies pour aller l'acheter. Mais oui, au quotidien, est-ce que tu peux nous donner différents exemples de ta pratique sportive éco-responsable, et puis peut-être oui. de façon plus générique dans ton quotidien, dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de papa? Alors, d'une manière générale, déjà, ça fait des années que on ne consomme aucun produit industriel à la maison, avant même qu'on ait des enfants, ma femme et moi. Alors bien sûr, il y a des exceptions, hein. Je suis pas à 100%, hein. J'ai mes contradictions aussi, quoi. Je mange des chips. Bon, je bois pas de coca. J'ai jamais aimé le coca, par contre. Mais en tout cas, à la maison, on a quasiment aucun produit industriel ou en tout cas transformé. On est sur la nourriture très raw, comme ils disent aux États-Unis. Donc, on cuisine beaucoup. On cuisine simplement aussi. On fait pas des plats compliqués parce que souvent les gens nous demandent aussi, hein, ah, mais vous avez le temps de cuisiner? Bah, en fait, ça nous prend pas tant de temps que ça. Et en plus, on fait même pas du batch cooking. Et donc, en fait, le fait de manger très naturellement, très sainement aussi, ça s'est glissé, déplacé dans ma démarche sportive, sur toute la consommation que j'ai en fait quand je fais du sport, donc soit des entraînements à la semaine, soit des ultra trails ou des aventures, parce que je suis déjà allé sur des ultra trails type l'UTMB, voire plus loin sur la VVX de 120 km, 222 km, des choses comme ça, donc assez long, en faisant toute ma nourriture moi-même. Voilà. Après, que ce soit en sport ou que ce soit en fait en perso, je suis un très faible consommateur de produits textiles. J'ai des vêtements que j'use jusqu'au bout et que je garde très longtemps. Et d'ailleurs, des fois même, j'ouvre ma garde-robe, je me dis, il y a vraiment pas grand-chose quand même, il faudrait peut-être changer un peu. Mais je le. Est-ce que tu prends le fil et l'aiguille pour les repriser également? Oui, ça m'arrive. Ça dépend lesquels, hein, j'avoue. Hein. Les chaussettes, non. Les boxeurs non plus. Par contre, ouais, les affaires de sport, quand j'ai des coutures qui sautent, je les recouds. Les t-shirts, quand il y a des trous,
À la rigueur, je les laisse. Ça reste les t-shirts de maison après qui sont agréables ou de week-end, des choses comme ça. Mais ça m'arrive de faire un petit peu de couture et de reprise, mais de toute manière très ponctuelle, hein, un bouton, des choses comme ça. Ou après, ça m'arrive aussi, par contre, d'amener en fait du coup des vêtements chez des repriseurs ou des couturiers, couturières. Ouais. Et on a la chance à Lyon, il y a aussi en fait des magasins qui sont spécialistes dans la reprise et la retouche de vêtements techniques pour aller recoudre une doudoune, pour aller recoller une couture thermo comment? Thermocollé, Thermo, oui, quelque chose. ouais, thermocollé, c'est ça, pour en fait avoir la veste super étanche. Donc ça, je le pratique ouais aussi énormément. Alors j'ai vu moi des cordonniers qui étaient également spécialisés dans le réchappage, alors non pas de pneus, mais de chaussures de course à pied, où ils peuvent remettre une membrane qui soit un petit peu plus neuve et en remplacement de crampons qui ont été très très abîmés. Est-ce que Ouais. tu en passes par là ou est-ce que là le côté ultra simple va peut-être t'envoyer vers le port de sandales en course à pied? Est-ce que tu as déjà testé? Ah, j'aimerais bien faire comme Olivier Maria. Je sais pas si tu vois qui c'est, je Eh ben, il est pense. passé par le podcast, il s'apprête Ah à bah voilà. traverser la France en courant. Ah bah j'aimerais bien l'accompagner. Je sais que du coup il fait une étape entre Chalon et Vienne, donc il passe par Lyon. J'aimerais bien faire cette étape-là ou l'étape d'après de Vienne à je ne sais plus où, Valence. Non, peut-être encore plus bas en fait dans la Drôme. Et effectivement, je le vois courir en sandales. Non, j'y suis pas encore. Moi, le seul truc des sandales qui me fait peur, c'est que je suis frileux et j'ai peur d'avoir froid aux pieds en fait l'hiver. Mais pourquoi pas? Non, ça reste un des points encore qu'il faut que je gratouille et que je déconstruise, c'est qu'effectivement j'ai des chaussures. Alors je les consomme énormément. Je dépasse en fait, je pense les barrières de kilomètres, ça sans aucun problème. Et de manière générale, c'est plutôt le mesh en fait qui lâche moi avant que ce soit la semelle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas c'est même si le mesh a lâché, je continue à les utiliser en fait au boulot par exemple ou dans la vie de tous les jours et je m'arrête pas en fait quand la chaussure elle a perdu ses propriétés de maintien, d'absorption et je crois qu'il y en a peut-être d'autres de torsion ainsi de suite quoi. C'est des pantoufles mais je continue à courir avec. Après j'ai de la chance, j'ai un pied musclé et je pense aussi parce que comme je suis tout le temps debout, tout le temps en train de travailler debout, j'ai des pieds, chevilles, des membres inférieurs quand même assez musclés donc j'ai très peu de problèmes vis-à-vis de ça. Donc je peux en fait user et défoncer les chaussures de manière très loin. Mais ça fait encore un peu des... J'ai fait en fait effectivement tout un cheminement sur l'ultra simplicité et l'éco-responsabilité. Je suis pas irréprochable et j'ai encore des choses en fait aussi à changer. Et je pense que les chaussures en font partie. Alors tu le disais, hein, sur la ligne de départ, tu te retrouves avec peut-être un short qui va être troué, le Oui, mesh des chaussures qui peuvent avoir également quelques trous. Est-ce que tu as oui. quand même le matériel nécessaire obligatoire ou est-ce que tu pars vraiment en freestyle? Ouais, non, j'ai quand même le matériel obligatoire. J'ai quand même la couverture de survie, j'ai quand même mon gobelet en plastique. Du coup, j'avais essayé, tiens, une fois, j'avais pris des gobelets qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais fabriqué un gobelet avec le cul d'une bouteille de lait en carton là avec le carton et le revêtement à l'intérieur. Bon, ça n'a pas marché longtemps en fait. J'ai quand même les vestes imperméables bah, qui sont très de la pétrochimie, hein, qui sont très plastiques. Pareil pour les pantalons. Par contre, en fait, en textile, comme le t-shirt que je porte aujourd'hui, j'ai un équipement de la marque Nosk qui est malheureusement en train de fermer. Là, à l'heure actuelle, ils l'ont annoncé cette semaine, mi-avril. Où tout est en huile de ricin comme mon t-shirt. Donc finalement c'est un polymère d'un produit naturel. Ce qui fait que le short pareil en fait c'est soit du plastique recyclé huile de ricin, chaussettes huile de ricin, donc des matériaux qui sont biosourcés et qui ne sont pas en fait de la pétrochimie. Et par vraiment mais alors mon plus grand bonheur, les shorts que j'ai deux, j'en ai depuis 6 ans, j'en ai trois. Ouais, parce qu'il y en a un qui a définitivement rendu l'âme. J'en ai trois, et donc ils me font toutes mes séances de sport. Ça veut dire que du coup, le plus ancien, il a fait plus de 10 000 bornes en fait. Et c'est celui-là que j'ai dû recoller cet hiver. Donc j'ai un short qui a fait plus de 10 kilomètres, alors qu'avant, quand j'avais des shorts plutôt de la grande distribution type Decathlon, j'arrivais pas à les faire tenir un an en fait. Ils se déchiraient. Qu'est-ce qui explique le fait que ces marques
qui souhaitent se lancer dans l'éco-responsabilité avec des matériaux sourcés ou recyclés pour certains n'arrivent pas à tenir sur la distance. Est-ce que le prix Ouais. va effrayer les consommateurs? Mais toi, tu le dis, en termes de durabilité, finalement, le short, au lieu de faire 1000 kilomètres, il fait 10 000. Donc, quels seraient finalement les freins que peuvent avoir les consommateurs à aller investir dans ce matériel qui va être beaucoup plus durable? Alors je vais pas trop m'avancer pour eux, mais de ce que j'ai compris, effectivement, je vois en fait deux grands axes de difficulté. Déjà pour les sociétés, ces jeunes sociétés novatrices, c'est que de un, elles veulent ne pas s'inscrire en fait dans le schéma de production et de commercialisation du textile que l'on connaît depuis les années 80, 90 ou peut-être avant. C'est-à-dire en fait produire beaucoup pour réduire les coûts, pour inonder un marché, avoir peut-être beaucoup de pertes, beaucoup d'invendus, mais en tout cas être ultra présent. Ce qui fait que Nosk, eux, ils voulaient faire en fait beaucoup de production à la commande. Après, ils sont passés côté magasin, donc ils avaient quand même un petit peu des stocks, mais réduire au maximum les stocks pour avoir le minimum de déchets, pour avoir le minimum d'impact aussi en fait environnemental et sociétal aussi. Donc, c'est déjà une méthode d'approvisionnement et de distribution qui est différente et qui s'éloigne en fait finalement des méthodes mainstream en fait qui sont très simples et très faciles. Donc, c'est dur d'être visible. Donc, c'est plus dur aussi de vendre. Après, c'est pas le prix qui est, en tout cas, je parle pour Nosk et je pense aussi les autres marques qui euh, qui freinait en fait du coup l'achat et qui freinait la consommation. C'était plutôt que le système veut qu'effectivement, si t'es pas très présent, que si tu produis pas beaucoup, tes délais de fabrication sont très longs. Donc du coup, le consommateur, s'il a pas son produit tout de suite de manière instantanée, il va t'oublier, il va pas acheter. Que du coup, en fait, après pareil, il y a des groupes qui jouent pas le jeu, ils vont dire bah ouais, mais nous en fait, si tu veux qu'on vende tes produits, bah il nous faut 1000 exemplaires. Ou alors en fait, t'en mets que trop en rayon, tu diras pro à chaque fois. Bref, il y a tout un système en fait qui est tellement ancré et tellement évident contre lequel il faut se battre que du coup c'est très difficile pour ces marques de perdurer. Et euh, et les combats quotidiens, les combats saisonniers font qu'au bout d'un moment, bah, je pense qu'en fait ils se fatiguent et que ils sont humains et qu'ils finissent par changer de route en fait tout simplement et abandonner cette idée pour peut-être en ouvrir d'autres des plus belles, mais en tout cas pour changer. On a parlé du textile, on a parlé des chaussures. Sur Oui, l'alimentation, qu'est-ce que tu consommes quand tu es en course? Tu l'as oui, évoqué tout à l'heure, hein, tu partais avec ton propre ravitaillement. J'ai vu là oui, sur un trail dans le nord de la France, c'était du comté, du quinoa et également un petit peu de chicon pour avoir une ouais, appétence un petit peu locale. ouais. C'était l'année dernière, c'était il y a un an. On a fait l'Ultra Trail du Mont des Flandres. On est remonté avec Marion et Nicolas, donc Marion Delépierre et Nicolas Penquin, son conjoint. Et comme ils sont tous les deux de là-haut aussi, bah, on est remonté un peu comme en famille, en fait, finalement, retour aux sources. Et on a fait l'Ultra Trail du Mont des Flandres. On était contents parce que Nico et moi, on a fait podium, du coup, 2 et 3. Et j'avais effectivement en ravito, j'avais que ma nourriture maison. Donc là, en l'occurrence, j'avais effectivement des crêpes, peut-être des tortillas trail plutôt. Finalement, c'est comme une crêpe, mais à la base, je mélange des farines, en fait, où c'est plus typé maïs, par exemple, sur une tortilla trail. C'est un nom c'est pas moi qui ai inventé le nom, hein, c'est pas une marque déposée. C'est une copine Lisa qui appelle ça les tortilla trail, qui est dans le Kera. Et, euh, et on a, dedans, j'avais mis effectivement, donc du coup, du comté, le chicon, parce que j'aime bien, en fait, les crudités, donc l'endive, pour ceux qui connaissent pas chicon. L'endive, parce que j'aime bien le côté croquant, j'aime bien le côté frais que ça apporte, comme avec du concombre, par exemple. Et je crois j'avais peut-être mis une petite pâte à tartiner à l'intérieur. Alors du coup ça paraît il y a beaucoup de gens qui vont se dire bah oui mais c'est un encas, c'est pas vraiment quelque chose d'énergétique. Bah mine de rien en fait si on regarde comment on fait la crêpe, comment on fait la tortilla trail, donc pour tortilla hein, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, tortilla trail, comment ce qu'on met à l'intérieur donc avec des matières grasses, avec de la source de protéines aussi dans le fromage ainsi de suite, on se retrouve avec quelque chose qui est à la fois complet, qui peut être au niveau de la digestion est peut-être un peu plus long. Au niveau de la mâche, et c'est hyper important, la sensation dans la bouche, ça fonctionne très bien. C'est sûr que si on fait par contre des galettes hyper épaisses, très sèches, c'est dur à mâcher. Et moi, le gros avantage que j'y vois,
tu vois. C'est que c'est une nourriture à laquelle mon corps, en fait, est adapté au quotidien, à mes entraînements, à ma vie de tous les jours, et que du coup, mon corps sait comment la consommer, l'assimiler et la gérer. Parce que la transition de la nutrition, je l'ai opérée comme tout le monde, quand je me suis lancé dans le trail, je pensais qu'il fallait que j'ai, en fait, du coup, des gels énergétiques, des barres énergétiques, tout ça. Et que je me suis très vite rendu compte que ça me réussissait pas du tout. Pas gastriquement, mais sur le côté, en fait, hyperglycémique, hypoglycémique. Gestion d'énergie, finalement, par mon corps. Et bah voilà, la manière la plus simple, je me suis dit, bah, il faut que tu retournes à quelque chose dont tu as l'habitude. Et après, je me suis dit, en y réfléchissant, je me suis dit, ah oui, mais c'est évident, c'est normal. Pourquoi, en fait, tous les jours, je mange normalement, sainement, naturellement, et pourquoi le jour où je demande, alors compétition ou pas compétition, par exemple pour un long off, le jour où je demande à mon corps euh, son plein potentiel, et ben en fait je vais faire un shaker de merde à l'intérieur avec plein de produits dont il n'a pas l'habitude. Je me suis dit bah non, forcément ça déraille, forcément ça marche pas en fait. Mon corps il sait pas, c'est pas parce que c'est pas parce que en fait du coup une fois tous les 6 mois je prends cette fameuse potion magique que forcément ça va lui faire du bien et ça va marcher. Non, c'est l'inverse en fait. Et donc j'ai arrêté tous les produits énergétiques à cause de ça. Ce qui m'a fait arrêter finalement les produits industriels ultra transformés. Et où là, je me suis dit, ah bah oui, d'un changement, moi, dans ma personne, en tout cas pour mon corps, pour être plus sain, finalement, j'ai un impact derrière beaucoup plus important sur, en fait, mon impact sur l'environnement et sur l'éco-responsabilité. Est-ce que tu as un exemple, Olivier, de barre énergétique que les auditeurs qui pratiquent le trail et la course à pied en endurance pourraient mettre dans leur sac à dos et sans avoir besoin de passer par de l'ultra transformation alimentaire? Eh ben, écoute, dans le livre, justement, je donne des recettes. Je donne des recettes à la fois de barres énergétiques, d'encas énergétiques. Ça vaut ce que ça vaut. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas toutes celles que je réalise aussi. Parce que le but, c'était pas de faire un livre de nutrition, de diète ou de recettes. Mais il y a beaucoup, en fait, de possibilités très simples pour réaliser, et en plus rapidement, du coup, des barres énergétiques. Moi, il y en a une que j'ai utilisée pendant très longtemps, mais que je fais plus, parce que je pense que je me suis un petit peu lassé. C'est à base de pâte de date. Euh, je l'ai changé aussi parce que du coup, la date, effectivement, elle voyage un petit peu. J'en ai fait d'autres avec de la pâte de figue. Et encore, faut trouver de la figue française et pas de la figue de Turquie. Mais bon, tout ça, c'est des, c'est des détails qui ont leur importance. Mais déjà, si on peut prendre soin de soi, en fait, c'est très important. Parce que c'est le sujet dont on parle, hein, finalement. Où je prenais de la pâte de date, pardon. Donc, du coup, je mixais au blender vite fait quelques graines du type amandes, noisettes, noix. Je mettais un petit peu de flocons d'avoine et je mélangeais tout ça avec ma pâte de date. Voilà. Si jamais en fait je voulais faire quelque chose qui soit encore plus complet, je rajoutais des graines de lin, mais pas nature parce que du coup elles sont pas consommables par le notre organisme, donc plutôt moulues, donc vite fait aussi passer au blender ou écrasé dans un pilon. Et je me retrouvais effectivement avec des barres énergétiques très simples à mâcher, très agréables, avec des sucres plutôt moitié sucre lent, moitié sucre rapide. Dans le livre, j'ai mis les tableaux aussi énergétiques où on voit effectivement la part de protéines, la part de glucides, la part de protéines, de lipides, pardon, et qui soient aussi conservables longtemps. Ces barres à base de pâte de date, comme c'est des fruits secs, eh ben ça se consomme très longtemps, comme du coup les figues séchées, et ainsi de suite. Il y en a même que j'ai mangé des fois 4-5 mois après en étant resté au frigo et j'ai eu aucun problème digestif derrière. Alors sur cette éco-responsabilité, je voyais là sur le marathon de Paris des ravitaillements qui n'étaient plus forcément réalisés en bouteille, mais on voit un petit peu comme sur les trails, des boutons poussoirs où les coureurs remplissent leurs Super. gourdes. Est-ce que ça t'a fait plaisir de voir Ouais. cette petite marche, ce pas en avant de l'organisateur? Ah bah oui, 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 parce que là, ça me fait penser à l'opposé à la fois de la France et cette expérience, à la course Marseille-Cassis, quoi. Quand je l'ai réalisé, je sais plus, il y a 3 ans, on y allait. Oui, avec ma femme, c'est ça, on l'a fait il y a 3 ans. C'était un peu le retour de son postpartum. Et on s'était dit, tiens, on va le faire, c'est un 20 km sympa. En plus, on adore, c'est le soleil, c'est Marseille, c'est Cassis. Et en fait, on est arrivé sur le premier ravitaillement. Je dis, mais c'est pas possible. Mais on est dans quel monde et dans quelle époque, en fait?
pour moi, c'était hors du temps de se rendre compte que c'était que des petites bouteilles individuelles en plastique d'eau potable et que en plus, il y avait des tables comme ça sur, je sais pas, 20 mètres de long avec des milliers de bouteilles. Les gens, ils arrivaient, ils se bousculaient, ils chopaient une bouteille, il y en avait plein qui tombaient par terre. À l'arrivée derrière, enfin, à la sortie du ravitaillement, il y avait deux pauvres bennes à ordures qui dégueulaient de partout. Et pendant 500 mètres, bah, dans la nature, donc dans le parc national des Calanques, on se retrouvait avec des bouteilles partout, partout qui traînaient. Et en plus, on connaît très bien, c'est une région qui est venteuse quand même. Il y a du vent. Et donc ces bouteilles, même si elles sont pas ramassées en fait dans l'instant, bah, elles se baladent après dans le parc, dans un parc naturel régional. Mais c'est pas possible quoi. Je me suis dit mais je crois rêver. J'ai l'impression d'être dans les années 90, on se posait pas encore la question quoi. Donc le fait que des grandes dates comme le marathon de Paris proposent cette évolution, bah oui, c'est un petit pas. Il y en a qui vont dire bah c'est peanuts, mais moi je dis bravo parce que effectivement c'est chouette et ça permet, je pense, il y a dû avoir des râleurs hein, sur les coureurs face à ça, parce que forcément c'est plus long de remplir sa petite flasque, son petit gobelet, que de choper quelque chose à la volée et de le boire. Et donc tu perds un peu de temps. Mais au moins ça permet en fait de changer la consommation des coureurs et de changer leur comportement, pardon surtout, leur comportement et c'est à la fois par le changement de comportement des consommateurs, des coureurs, et et à la fois, pardon, le changement de comportement des organisateurs qu'on va réussir à faire quelque chose et qu'on va réussir à aller dans le bon sens. Donc oui, moi ça m'a fait plaisir. Oui. Si on peut aller dans ce sens-là, il y a également les récompenses que l'on peut avoir en tant que coureur après une course. Est-ce que tu Ouais. prends la médaille, le t-shirt, ou est-ce que tu es plutôt attiré par un produit local? Je sais que là, sur des courses Ouais. dans les environs de Beaugency et Orléans, on a pu avoir un filet de pommes de terre, un filet d'oignons, un plant de melon, un petit pot de miel. C'est peut-être Ouais. bien plus sympa que la médaille qui va finir au fond du placard. Ouais, t'as bien raison. C'est marrant, je me rappelle du coup une course qu'on avait faite avec Marion dans la Loire, il y a longtemps, hein, dans la Loire. Elle avait fait podium et elle avait reçu un panier garni avec effectivement du pâté, avec des fruits, avec plein de choses. Et elle était mais ravie. Elle a adoré. Et son panier garni toute la semaine, elle l'a regardé, elle arrêtait pas de chipper dedans. Et effectivement, était contente quoi. Et ça parle. Et je pense que les gens sont contents effectivement, même si c'est anecdotique de recevoir un filet de pommes de terre. Les gens sont contents de se dire tiens, on va nous dans le Beaujolais recevoir une bouteille de vin. Alors tout le monde boit pas d'alcool, mais de toute façon, il y a toujours un moment où tu peux sortir un apéro ou le donner à quelqu'un, le faire à quelqu'un, si tu bois pas d'alcool. Mais on est content en fait d'avoir ces produits qui sont à la fois du terroir, qui mettent en avant effectivement en fait du coup une industrie locale et qui en plus vont nous rappeler un bon souvenir, un bon moment et en créer un nouveau. Parce que quand t'as ta médaille de finisher et quand t'as ton t-shirt de finisher, c'est un égocentrisme monstre en fait. Quand Quand tu les tu vas la revois pas sur montrer, les réseaux type Vinted ou Le Bon Coin revendus à des prix exorbitants. Ce qui était le cas, hein. Là, j'ai regardé oui, sur ces applications lundi, ben, tu retrouvais ouais, Marathon de Paris, médaille à vendre, sac d'hydratation à vendre. Donc, ouais, ouais. on est dans une dérive totale. Ouais, c'est dingue, ouais. Ouais, ouais. Mais regarde, même les champions des Jeux Olympiques, ils veulent revendre leur médaille. Alors, est-ce qu'elles Bon, on va rouillent pas leur donner. peut-être? Peut-être parce qu'elles sont pas Ouais, de c'est bonne vrai. qualité. C'est vrai, ça. Ah, c'était fou, ça. Qu'est-ce que ça m'a fait rire, quand même. Autre chose qui a dû te faire bondir, c'est, on parlait de Oui, l'UTMB tout à l'heure, l'association d'une marque de voiture à cet événement du côté de Chamonix. Est-ce que ouais. ça t'a hérissé les poils? Oui, ça m'a hérissé les poils. Et tu vois, en y repensant, je me demande s'ils ont pas, si c'était pas calculé, tout ça. Enfin, je me dis quand même, ils peuvent pas être si débiles. Ils peuvent pas, en fait. Ou alors, il y a vraiment quelqu'un qui a fermé les yeux complets, en fait, où ils ferment tous les yeux. Je me dis, il y a dû avoir, en fait, à un moment, un calcul pour faire passer d'un sponsor à un autre, celui-ci s'est mis en mode tampon au milieu pour qu'on parle d'eux parce que même un bad buzz c'est quand même un buzz et on parle d'eux. Je sais pas, il y a quand même dû avoir quelque chose. Mais oui, à l'époque ça m'a hérissé les poils et j'ai trouvé ça très gros. J'ai trouvé ça très très gros en fait pour que vraiment ce soit si naïf. Mais j'ai fait partie des gens qui ont réagi. Après tout, je me suis dit pourquoi t'as réagi de manière publique parce que de toute façon tout le monde a réagi quoi. Et surtout des plus grands ont réagi finalement comme Kylian Jornet. Et c'était amplement suffisant. Alors beaucoup hein, ont aussi
annoncer ne plus vouloir se déplacer sur des championnats de façon un petit peu exotique. On l'a vu là dernièrement avec quelqu'un qui, sponsorisé par RMC, veut réaliser les 6 majors dans une année. Est-ce que là Ah oui. aussi, ça t'a fait peut-être sortir de tes gonds? Alors moi, je ne blâme personne. Je pense que chacun doit y trouver son intérêt. Mais quel est ton avis par rapport à cela? Et il a pas renoncé du coup, hein, Dorian. On parlait de lui. Ben, je ne pense pas qu'il ait renoncé. Non, non. Je pense qu'il sera du côté de Boston ce week-end et il va enchaîner ses différents marathons. Mais je Ouais. sais, enfin, j'avais vu les commentaires sur les réseaux sociaux. C'était assez Oui. piquant, voire très, très désagréable. Bah oui. Ah oui, 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 pareil. Là, je me suis dit, je le blâme pas lui. S'il a envie de faire son ego trip, de courir en fait ses 7 majeurs, qu'il le fasse. Ok. Mais en tant que personne influente, il a une responsabilité en fait claire et nette qui est très importante. Et je pense que quand on est influent, on doit en fait mesurer justement la portée en fait de ces ego trips quand ils ont un impact environnemental et sociétal hyper important. Et qu'il faut se rendre compte que pour lui, hein, il a envie. Alors je parle de lui, mais on pourrait mettre plein d'autres mondes dans le même panier. Il a envie qu'on l'applaudisse, qu'on l'encourage, parce qu'il a peut-être envie aussi qu'on l'encourage et qu'on le supporte humainement et qu'on lui dise bravo à la fin. Sauf que bah non, parce que derrière, en fait, si dans la balance, on peut mesurer son impact carbone, on peut mesurer en fait l'impact qu'il a sur effectivement notre environnement actuel et qui va être ultra négatif, bah c'est clair que non, il faut pas en fait, faut pas mettre ça en avant. Et que ce soit de la part, je pense en fait des médias comme RMC, des marques partenaires, ben non, moi ça me paraît, ça m'érisse les poils et ça me met hors de moi en fait justement. Et ce gars-là, il est super sympa. Hein. Je l'ai rencontré au Marathon des Sables, justement. Il était sur la même édition. On était avec Mathieu Blanchard, il y avait Laurie Lag, donc il y avait Dorian Louvet, il y avait Alix, donc la compagne de Mathieu Blanchard, tout ça. Et je l'ai trouvé super sympa, très humain. Et je me suis dit, ah, en tant que coach sportif aussi, il va être cool. Et parce que j'avais cette appréhension de me dire que tous les gens qui ont fait koh sont débiles. Non, j'en ai rencontré plus d'un finalement dans ma vie par hasard et qui sont des gens très sympas, très intéressants. Mais de là, en fait, justement, à promouvoir ce type de comportement, non, je trouve que c'est pas normal. On devrait pas. Mais il y a un extrême. Il y a aussi l'extrême, effectivement, de cette course américaine de courir, en fait, 7 marathons sur 7 continents en 7 jours différents et qui existe encore et qui est pour moi d'un autre temps. Pour moi, c'est des années 80, 90. C'était incroyable parce qu'effectivement, on peut voyager partout, tout le temps et très vite. Maintenant, dans le contexte actuel, j'ai l'impression d'être en déphasage mais complet quoi avec ce genre de fonctionnement. Est-ce que tu penses qu'il y aurait besoin, à travers ces choix de sponsors, d'une pédagogie, d'une approche peut-être un petit peu plus éco-responsable par ces champions, par ces sportifs? Tu l'as dit, ce sont des personnes influentes qui véhiculent derrière des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des ratés dans ce choix de sponsoring? Est-ce que l'appât du gain n'est pas trop grand par rapport à l'impact écologique? Tu parles dans quel sens? Le choix du sponsoring, l'athlète qui choisit un sponsor ou dans l'autre Exactement, sens? par rapport à des contrats qui peuvent être offerts aux sportifs. Hmm. Parfois, on peut se dire, bah, est-ce que c'était finalement si judicieux d'aller s'accrocher, de s'acoquiner avec ce sponsor-là qui n'est pas si green que cela? Hmm. Bah, je prendrais peut-être la question ou la réponse dans un autre sens en me disant que du coup, tout à chacun, athlète professionnel ou amateur qui en fait est sponsorisé par une marque, un média, un collectif, ainsi de suite, est en droit de demander en fait à son sponsor de respecter ses choix. Et donc si on lui dit bah ouais, on te sponsorise, mais du coup dans l'année il faudrait que tu ailles faire telle course en Espagne, telle course en Afrique du Sud, à droite à gauche, de dire bah ouais mais moi en fait du coup mes aspirations, même si elles sont pas en fait du coup légitimes à vos yeux, c'est justement d'avoir le moins d'impact en fait éco-responsable ou d'en avoir un petit peu moins, d'éviter en fait telle course, telle course, telle course, et que le sponsor en fait change justement d'orientation. Et je pense que on n'est pas en train de parler en fait de choses négatives, on est en train de parler de choses qui sont impactantes positivement, de pouvoir dire bah oui, je veux pouvoir en fait sauver notre environnement, sauver notre manière dont on vit actuelle. Donc du coup, je veux moins polluer. Et vous, sponsor, est-ce que vous êtes d'accord? Bah, je pense que du coup, c'est des humains derrière. Ils vont dire
dans la finalité, oui. Et si jamais ils disent non, bah barre-toi. Je pense que du coup, effectivement, c'était le mauvais sponsor. Euh, donc remettre en fait finalement, et c'est le but des gens qui sont sponsorisés, qui sont athlètes, remettre l'humain au centre de la marque et pas en fait que d'avoir des aspirations économiques et de communication. Et derrière tout cela, comme tu l'as dit, hein, le livre, donc ultra simple, n'est pas Oui, la méthode parfaite ni la solution miracle aux problèmes liés à l'environnement. Tu non. apportes une réflexion, une volonté de passage à l'action. Est-ce que tu te vois comme ce petit colibri qui va, à son niveau, effectuer une petite action et peut-être entraîner derrière lui un grand nombre de fidèles? Eh ben non, parce que je vois pas de fidèles derrière moi. Il y a beaucoup de gens qui me disent félicitations, ça m'a remotivé à lire, ça m'a remotivé à écrire, à courir, pardon, je voulais dire. Ça m'a remotivé à lire, ça m'a remotivé à courir, à prendre le sport. Et je trouve ça très bien et aussi à changer certaines choses. Euh, et souvent, j'ai envie de leur dire, bah du coup, moi effectivement, dans ce livre, c'est un partage d'expérience. Il n'y a pas du tout de culpabilisation. Maintenant, en fait, du coup, prenez ce que vous avez envie de prendre dans ce livre, dans mon histoire. Déconstruisez-le vous aussi, déconstruisez en fait ce que je vous raconte, déconstruisez ce qui se passe chez vous pour trouver peut-être d'autres solutions qui seraient encore meilleures, plus ingénieuses, plus innovantes et qui nous permettront en fait d'avancer mieux dans le sens d'une sauvegarde de l'environnement qui nous entoure et à la fois aussi dans le prendre soin de soi et des autres. Parce que comme je disais tout à l'heure dans l'expérience, dans l'échange qu'on a eu, l'expérience en fait de ne plus consommer une nourriture transformée industrielle, à la base c'était pour prendre soin de mon corps intimement. Et après je me suis rendu compte qu'effectivement c'est un comportement éco-responsable pour l'environnement. Qu'est-ce que tu as repéré comme transformation sur ton corps en abandonnant toute cette nourriture transformée? Est-ce que c'est plus de vitalité? Est-ce que c'est plus d'énergie? Est-ce que c'est un meilleur fonctionnement global de ton corps? Tu as pu le quantifier, l'observer? Oui, sur le thème sportif en tout cas, je je peux faire des va-et-vient très faciles entre une filière glycémique et une filière lipidique. Et je tombe très bien sur la filière lipidique parce que j'ai arrêté en fait les sucres rapides. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et je suis pas en mode cétogène, hein. Je suis vraiment, je peux me faire une grosse tartine de pain où il y a des glucides avec un gros morceau de roquefort quand je fais la course des Templiers, quoi. Et ça me pose aucun problème au niveau digestif et au niveau gestion de l'énergie, je le ressens très très bien. Et après au quotidien, ça m'évite en fait énormément de coups de mou, ça m'évite énormément effectivement de sauts d'humeur aussi, d'avoir diminué le sucre et la nourriture ultra transformée qui est bourrée finalement de sucre. Et et pourtant j'ai un palais sucré, hein. J'ai été éduqué je suis dans 87, donc les années 90 avec beaucoup de sucre. Je pense qu'à l'époque on commençait à se poser des questions sur le sucre, mais pas autant que maintenant. Et j'adore les bonbons. Il y a même une époque quand j'étais au lycée, même Marion, elle m'appelait Haribo parce que du coup j'étais toujours le mec à manger des bonbons, hein. Et même actuellement, si j'ai une boîte de bonbons, je sais que du coup, si je la vois, je la regarde, je trouve ça joli. Si Faut j'en pas bouffe l'ouvrir. un, si j'en bouffe un, alors là, c'est compliqué derrière. Donc, au quotidien, oui, j'ai senti beaucoup de choses. Puis je pense que ça va avec mon âge, tu vois. Quand on approche la quarantaine aussi, on fait peut-être un peu plus attention. Mais ça m'empêche pas, en fait, d'aller boire des bières qui sont bourrées de sucre. Ça m'empêche pas de manger des gâteaux d'anniversaire. Voilà, c'est tout dans c'est tout dans la mesure. Et puis avec ses excès, avec ses contradictions parfois. Mais par contre, c'est clair que je fais pas de McDo, que je mange plus de poulet depuis une dizaine d'années maintenant, suite à mon expérience, et que je préfère largement en fait des salades composées hyper riches qu'un fast-food. Mais bon, c'est une question de goût. Dans les échanges, Olivier, que tu as pu avoir avec les lecteurs que tu as rencontrés sur des séances de dédicaces, quels Oui. sont les retours? Tu l'as dit, certains t'ont dit, vous m'avez permis de me remettre peut-être à la lecture, peut-être à la course à pied. Est-ce que ça va au-delà? Est-ce que tu as rencontré peut-être des organisateurs de courses qui, à la lecture d'Ultra Simple, se sont dit, on va peut-être modifier quelques petites choses? Est-ce que tu as des petits exemples et des anecdotes à nous proposer? Ah bah écoute, j'en ai une qui date d'hier. Un organisateur, donc du coup Eric, qui organise l'Ultra Beaujolais Village Trail, alors c'est pas encore sûr à 100%, mais qui me propose en fait d'intervenir justement sur la course pour pouvoir en fait parler de l'éco-responsabilité
et peut-être orienter effectivement un fonctionnement en fait dans la course. Après, j'ai beaucoup de retours du coup de lecteurs, et ça, comme tu le disais, c'est touchant parce que j'ai des lecteurs qui viennent vers moi en me disant, ben, ça m'a redonné goût à la lecture. Je me dis, ah, oh, ça veut dire que mon côté écrivain, auteur, ben, captive un peu, ce que je croyais pas être possible. Et après, j'ai des gens qui me disent, bah, ça me motive pour effectivement changer ma manière de consommer dans le trail. Le plus, c'est la nourriture d'ailleurs. Et les déplacements. Pas forcément encore les textiles. Donc, je trouve ça effectivement hyper motivant, hyper inspirant. Je m'attendais à avoir aussi ce côté haters qui me tape dessus. Il y en a pas eu. Peut-être qu'il y en aura plus tard, mais en tout cas, il n'y en a pas eu, ce qui fait que ça m'a fait plaisir. J'ai du mal à répondre à tous les retours que je peux avoir sur les réseaux sociaux. J'ai eu des demandes aussi d'un jeune qui s'appelle Arthur, qui a fait un mémoire sur l'impact des réseaux sociaux sur le trail. Et donc on a échangé ensemble, c'était plutôt sympa. Donc il y a plein en fait de retours positifs, il y a plein de nouvelles pistes qui s'ouvrent et qui m'amènent à penser que du coup finalement le livre c'était qu'un passage, qu'une transition vers quelque chose d'un petit peu plus grand, un autre projet un peu plus grand, quoi. Tu évoquais le fait d'être attiré par les expériences off. Je ne vois plus ta Ouais. trace sur Strava. Comment ça se fait? On m'a dit que tu avais quitté le réseau depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. J'ai quitté le réseau depuis 2 ans parce que quand j'ai voulu effectivement continuer à fouiller un petit peu, je crois que c'était à l'écriture de ce livre, sur mes comportements en fait justement éco-responsables, où est-ce que je pouvais encore aller gratter quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout une sobriété numérique entre Instagram, Strava, puis Facebook. Ouais, c'est ça. Et donc je me suis dit bah il faudrait que je travaille là-dessus. Et de manière très simple, je me suis rendu compte que Strava c'était pas du tout en fait un réseau social où j'avais une appétence, où j'y allais beaucoup et que ça m'énervait plutôt en fait en termes de preuves sociétales autour de ce n'est pas si c'est pas sur Strava ça n'a pas existé. Donc j'ai supprimé mon compte Strava, ouais, complètement. Ce qui fait que même la base de données de Cruzy Olivier n'existe plus sur Strava. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'ils permettent de faire ça et très facilement de supprimer ces données pour préserver l'intimité. Et après Facebook, j'ai encore un compte Facebook, mais je l'utilise très peu. Je sais même pas, faudrait que je regarde si de manière automatique Instagram publie sur Facebook, si c'est encore lié. Et j'ai gardé quand même du coup effectivement un compte Instagram parce que la réalité veut aussi que bah, je fais la promotion forcément un petit peu de ma démarche éco-responsable via Instagram et aussi du livre, bien sûr. Mais Strava, non. Vas-y, je te laisse terminer. Ouais, non, voilà, c'était pour dire Strava. Et j'ai même été testeur Strava à un moment où je testais des fonctions en fait avant qu'elles paraissent publiquement. Et je jouais le jeu, mais je me suis vite senti en décalage en fait du coup. Donc je l'ai arrêté complètement. Donc si c'est pas sur Strava, ça existe quand même. Tu aimes faire des off, ce petit pas de côté, hein, d'aller prendre Ouais, tes chaussures, ton short. Ça, c'est des ouais, choses que tu aimes faire. ouais, j'adore. J'adore, c'est vraiment mon moment perso, c'est mon moment à moi, c'est mon moment d'isolement social aussi, où je peux aller respirer, prendre l'air, être face qu'à moi-même et être en gestion complète. Et s'il y a un pépin, il y a que moi en fait pour gérer, il y a que moi pour me ravitailler, il y a que moi pour me soigner, il y a que moi pour me remonter le moral. Et je suis capable effectivement de faire des petits offs sur des 20, 30 kilomètres, comme des 50, voire des 100. Là, l'année dernière, je l'ai pas fait parce que j'ai eu une deuxième naissance à la maison, donc j'ai une petite fille. Mais c'est vrai que chaque année, je fais au moins un off de 100 kilomètres tout seul. Et donc, je prends un GR de pays qui font en général effectivement 100 kilomètres aux alentours, hein, à plus ou moins 20. Et je m'y rends de manière non carbonée, en train. Je fais ma course et je rentre et je récupère mes enfants. Et c'est la vie de famille le soir ou un repas d'amis ou quelque chose comme ça. Et c'est mon plaisir à moi, et les gens ils savent pas forcément. Ils me disent bah oh, t'as l'air fatigué aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je suis fatigué. Bon bah je suis allé crapahuter quoi. Est-ce que l'arrivée de tes enfants a renforcé cette volonté de garder l'environnement dans lequel tu vis? Ouais, complètement. Ça c'est un moteur incroyable. C'est un moteur incroyable d'avoir des enfants parce qu'effectivement tout de suite on essaye en fait de faire le mieux pour eux, je pense, en permanence, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur
la manière de voir les choses, la manière de s'émerveiller. Et donc, du coup, ça ne fait que renforcer. Et après, en fait, en plus, c'est eux qui sont moteurs. Et que renforcer, effectivement, cette volonté de vivre un petit peu plus sobrement, sans pour autant aller à l'extrême, pour pas les isoler et pour pas nous isoler aussi d'une certaine société. Et donc, du coup, d'être beaucoup plus éco-responsable et beaucoup plus en lien avec la nature. Et, euh, et je pense qu'on a les enfants qui nous ressemblent d'une manière générale, mais c'est vrai que mes enfants, ils aiment bien passer du temps dehors, ils aiment bien mettre les mains dans la terre, ils aiment bien toucher à tout, faire du potager avec nous, ils aiment bien bricoler, on bricole beaucoup, donc du coup, alors, la dernière, elle a 1 an, hein, donc elle va pas faire trop tout ça, quoi, mais juste les pieds dans la terre. Et encore, elle est pas encore à 4 pattes. Bref, donc du coup, ça fait que renforcer en fait ces comportements, ça les ancre, ça les entérine. Donc c'est hyper inspirant. Olivier, je vais te poser la traditionnelle dernière question du Oui. podcast pour cet épisode consacré donc à ce livre ultra simple. Quel serait pour toi un instant où tu es à côté de tes pompes potentiellement trouées, hein, parce qu'on a dit que le mèche était assez fragile et que tu les usais jusqu'au bout. Oui. C'est quoi un moment en dehors du sport pour toi? On parle de quand? Dans tous mes souvenirs ou un Alors, moment dans potentiel? ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train de courir crapahuter sur les chemins et les sentiers? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'aime faire? Bah, c'est jardiner. Ouais. C'est c'est vraiment jardiner et prendre soin des plantes, on va dire, d'une manière générale. C'est quelque chose que j'adore, d'avoir toujours les mains dans la terre. Alors j'ai les mains calleuses, j'ai les mains abîmées, mais c'est quelque chose effectivement qui me fait beaucoup de bien. Je pense que du coup ça a été ma thérapie il y a 10 ans et que maintenant elle m'accompagne au quotidien. Ça me fait beaucoup de bien. En une phrase, si tu devais résumer ce livre ultra simple publié aux éditions Mons, qu'est-ce que tu pourrais en dire aux auditeurs? Quel serait ton teaser? Ok, ultra simple, c'est un recueil de pensées pour un plaidoyer de remettre le sport, de remettre la santé et l'environnement au centre et de faire un pas de côté pour oublier toute l'ultra-consommation et l'ultra-communication qu'on a autour. Si des auditeurs veulent te retrouver, Olivier, Instagram, c'est le meilleur moyen, tu l'as dit. Et le Exactement. livre, on peut le trouver à quel endroit? Sur le site des éditions Mons, mais est-ce qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies en France? Exactement, Sébastien. Sur le site des éditions Mons et dans toutes les bonnes librairies. Alors, s'il n'est pas en rayon, je sais qu'il est en rayon souvent à la Fnac, au Furet du Nord, de Citre, ainsi de suite. Mais s'il n'est pas en rayon, on peut le commander dans n'importe quelle librairie, parce que le circuit de distribution de toute façon est francophone, parce qu'on peut même le trouver en fait, je crois justement en Tunisie, au Maroc, Québec, on m'en a pas parlé, peut-être, mais en tout cas, on peut le commander dans toutes les bonnes librairies, oui. Eh bien, merci Olivier pour cet échange autour de la simplicité, de l'éco-responsabilité. J'ai été ravi de pouvoir passer cette grosse heure avec toi. Ben, merci beaucoup Sébastien, ça a été un riche échange et j'ai adoré. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous invite dès à présent à faire peut-être ce petit geste, à aller lire le livre d'Olivier, ultra simple, paru aux éditions Mons. Et je vous souhaite également une très belle semaine. À la semaine prochaine. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.